Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Bonne année, meilleurs vœux. Eh oui, on va commencer comme ça. Meilleurs vœux à vous également, ainsi qu'à toutes les personnes qui sont présentes ce soir pour vous écouter. On Oui, leur souhaite plein de petits et grands bonheurs, des espoirs, des défis et surtout une très bonne santé, qu'elle surtout, soit, surtout. voilà, qu'elle soit physique ou mentale, hein, pour tout affronter. Et on est ravis de se retrouver pour la première de l'année, pour le coup, avec vous, Ouais, docteur Bezena. Hein, on va vous présenter encore une fois, un petit puisqu'on a peu. des nouveaux. Hein. Pour les anciens, c'est une redite, mais ça fait toujours un petit entraînement. Donc, vous êtes médecin généraliste à Marseille. Vous êtes experte en micronutrition et en médecine fonctionnelle. Vos différents diplômes témoignent de votre intérêt pour la diététique, l'alimentation, santé, puisque vous êtes titulaire d'un DIU de diététique DIU. alimentation, DIU, pardon, de diététique et alimentation santé de Marseille, et un autre santé, alimentation, micronutrition de Dijon. Vous participez à de nombreuses études cliniques et, comme toujours, vous nous apportez vos éclaircissements sur plusieurs sujets. Ce soir, vous allez nous parler plus spécifiquement d'antioxydants. Le texte exact de votre webinaire, c'est les antioxydants, les gardiens de la santé. Partagez. On va laisser les diaporamas et c'est parti. Donc, vous m'entendez tous bien? Oui. Les antioxydants, les gardiens de notre santé, qui nous protègent, qui sont là avec nous tous les jours. Mais pourquoi nous avons besoin de nous protéger comme ça de l'oxygène? Hop, suivant. Sans oxygène, il n'y a pas de vie. L'oxygène sur Terre, il est indispensable à la vie. Mais le contraire est vrai aussi. Sans la vie, il n'y aurait pas d'oxygène. Il faut le savoir que l'oxygène n'a pas toujours existé sur Terre. Dans l'atmosphère primitive du début de notre planète, il existait sous forme de dioxyde de carbone, mais il n'y avait pas d'oxygène pur comme le dioxygène que nous connaissons aujourd'hui. Il est apparu dans l'atmosphère il y a 3,5 milliards d'années environ. C'est les premières bactéries qui ont commencé à vivre en dehors de l'eau. C'était les cyanobactéries qui ont appris à utiliser donc l'énergie du soleil pour fabriquer leur énergie pour vivre et rejeter l'oxygène dans l'atmosphère. Cet oxygène dans l'atmosphère, il a été tout de suite piégé par dans le métaux contenus dans les rochers. Donc, c'était avec du fer, du cuivre, et ça donnait une première réaction de corrosion. Qui aujourd'hui nous pouvons voir donc sur du fer rubané. Et puis donc la vie a continué à évoluer. L'oxygène petit à petit, une fois tout a été corrodé, il restait plus rien à oxygéner. L'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Et donc, les végétaux ont pu se développer. Donc, ça, les végétaux, à partir des premières bactéries, cyanobactéries sur Terre, donc ils utilisent donc énergie solaire et dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère pour fabriquer leur énergie vitale, donc savoir du sucre, et ils rejettent comme déchet l'oxygène dans la nature. Il faut savoir que l'oxygène, en tant que dioxygène, est hautement toxique pour les organismes. Donc, il y avait certaines bactéries qui ont appris à utiliser cet oxygène rejeté par les... Pani doktor, dobry wieczór. Przepraszam, ale pani nie słychać. Coś ze słuchawkami? O, już jest. A, zapomniałam włączyć mikrofon. Okej, super, już wszystko jasne. To zaczynamy od początku. Dobra, cudownie. Ale tylko pani doktor przez ostatnie jakieś 30 sekund, tak żluz. Ostatnie 30 sekund. Okej, dobra. Okej.
Bon, donc on revient à la vie sur Terre. Donc, à partir du moment où il y a la végétation qui a commencé à proliférer grâce donc à l'utilisation de l'énergie solaire, les végétaux commençaient à se développer, rejetaient beaucoup d'oxygène dans la nature. Mais de l'autre côté aussi, il y a d'autres organismes vivants et qui ont commencé à se développer en utilisant cet oxygène rejeté par des végétaux pour l'utiliser pour fabriquer l'énergie pour eux. Et ainsi, grâce à des conditions favorables, il y a 600 millions d'années, il y a une grande oxydation a eu lieu qui, à l'époque, donc l'atmosphère contenait jusqu'à 30-35% de l'oxygène. L'oxygène était jusqu'à 30-35% dans l'atmosphère, ce qui a permis donc le développement des animaux de grosse taille. Donc, par exemple, ici, vous voyez une libellule qui avait 75 cm donc de la longueur de largeur des ailes. Donc, cette époque avec glaciation a été terminée et puis, donc, la vie moderne que nous connaissons aujourd'hui a pu se développer et voilà, donc ainsi s'est développé un monde qui utilisait l'oxygène pour lequel il était utile à l'air vie pour fabriquer de l'énergie, mais d'autre côté, il est toxique. Donc ça, ce sont des organismes aérobies pluricellulaires. Donc, ils se sont développés autour des premières bactéries qui ont apprivoisé l'oxygène pour l'utiliser à bon escient pour leur développement. Et donc, ils fournissaient donc ces sucres et cet oxygène à ces organismes primitifs pour qu'ils puissent, en échange, leur donner de l'énergie qu'elles arrivaient à en extraire. Mais il y a d'autres organismes qui sont restés toujours anaérobies, ça veut dire pour lesquels l'oxygène est inutile et même toxique, donc il ne peut pas vivre dans l'atmosphère oxygénée, ce sont des anaérobies. D'accord? Donc, cet oxygène, dans les cellules qui savent l'utiliser, il est nécessaire pour transport de l'électron dans une réaction qu'on appelle la respiration cellulaire, phosphorylation oxydative de termes plus précis, et c'est la source principale des organismes pour la vie. Donc, sans oxygène, il n'y a pas de vie. Donc, si nos organismes aujourd'hui sont privés d'oxygène, le cerveau est détruit en 3 minutes. Le foie, rein, le muscle cardiaque ne survivent que quelques heures en absence de l'oxygène. Muscles, peau, les fanères, donc les ongles, les cheveux, ça va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que la vie s'arrête dans ces tissus. Pourquoi on ne peut pas vivre sans oxygène? Parce que tout simplement, on n'a plus d'énergie qui est fabriquée à partir de cet oxygène. Alors, donc, encore une fois, pour résumer, donc, les premiers organismes primitifs, les cyanobactéries, puis des végétaux, ils ont appris à utiliser l'énergie solaire dans les réactions qui s'appellent la photosynthèse pour fabriquer du glucose, donc les carbohydrates, et de l'oxygène comme déchet de leur métabolisme, que les premières bactéries primitives que nous utilisons aujourd'hui dans nos cellules, ce sont des mitochondries, les bactéries ancestrales, qui nous fournissent énergie pour vivre et rejettent à nouveau donc de l'eau et du CO2 dans l'atmosphère qui est à nouveau réutilisé donc, par des végétaux, et ainsi le cycle de la vie se perpétue. Donc ça, les mitochondries, ce sont des véritables centrales énergétiques cellulaires. L'énergie qui est indispensable à notre vie, c'est une énergie atomique parce que ça vient de l'atome de l'oxygène. D'accord? Donc, sous impulsion donc, de l'énergie, on arrive à détacher un atome de l'oxygène et à partir de ça, on arrive à fabriquer sur la cascade énergétique qui s'appelle la phosphorylation oxydative, on arrive à fabriquer notre énergie qui est essentielle à toutes les réactions de la vie. Donc, dans notre vie aujourd'hui, nous arrivons à la fin de l'évolution de la vie sur Terre. Tout est fait pour fournir à ces centrales énergétiques, ces centrales atomiques,
tout dont elles ont besoin pour faire un maximum d'énergie. Donc, nous avons développé un système d'acheminement de l'oxygène absolument fabuleux pour leur acheminer le maximum de l'oxygène pour qu'elles puissent l'extraire pour fabriquer le maximum d'énergie. Donc, avec les poumons, à travers les vaisseaux sanguins, les artères, jusqu'à la moindre recoin, jusqu'à la moindre cellule, l'oxygène parvient et ces mitochondries s'en nourrissent avec le glucose qui est fourni aussi donc, par des vaisseaux sanguins, est utilisé, elle est brûlée et fournit de l'énergie et on rejette de l'eau et du dioxyde de carbone, le fameux CO2, avec quelques déchets aussi donc, du métabolisme. Le seul inconvénient dans cette chaîne respiratoire, dans cette fabrication énergétique, c'est que certains atomes d'oxygène qui sont hautement énergétiques, parce qu'à partir du moment où on a réussi à séparer le dioxygène en deux molécules de l'oxygène séparées, elles sont hautement énergétiques. Donc, pour extraire cette énergétique, il y a plusieurs étapes et à chaque étape, on passe cette molécule comme une patate chaude, une cascade pour de moins en moins énergétique jusqu'à ce qu'on arrive à faire l'eau H2O qui est une molécule stable et qui ne présente pas de risque toxique pour l'organisme. Lors de cette passation, certains électrons, maximum 5%, ils peuvent tomber de la chaîne et donnent ce qu'on appelle des radicaux libres. Ça, c'est tout à fait physiologique. L'organisme a réussi donc à maîtriser cette situation, à voir en tirer le profit, parce que ça a donné des réactions. Donc c'était favorable à la survie. Il s'est adapté avec les mécanismes donc de système immunitaire pour garder alerte, pour s'adapter à l'environnement, pour adapter donc la fourniture de l'oxygène ou de glucose ou d'autres mécanismes de défense grâce à ces petits fonds, ces petits bruits de fond de quelques pourcentages d'électrons qui créent des radicaux libres. Hop. Donc, ces molécules radicaux libres sont hautement instables parce qu'une fois on a réussi à séparer l'oxygène en deux atomes d'oxygène, il y a ces radicaux libres, donc ils ne peuvent pas rester dans la nature comme ça. Tout de suite, c'est quasi instantané, entre un millionième de seconde jusqu'à 10 secondes pour certains d'autres radicaux libres, ils cherchent tout de suite quelqu'un à qui peuvent se coller pour devenir plus stable, passer cette énergie et ne plus causer des dégâts. Voilà. Et si on n'a pas de substances qui sont prévues pour éponger donc cette énergie, ce radical libre pour le neutraliser, ça peut causer des dommages aux cellules. Voilà. Donc, encore une fois, l'oxygène, normalement dans la cellule, est utilisé par les mitochondries qui sont nos bactéries ancestrales qui ont été incorporées dans nos cellules, toutes les cellules de l'organisme. Même certaines en contiennent plusieurs, sont régulièrement renouvelées, sont héritées par la maman et transmises donc, à l'enfant, qui nous fournissent cette énergie vitale. Elles possèdent leur propre code génétique et donc codent toutes les enzymes qui génèrent cette énergie. Si maintenant ça ne fonctionne pas bien, il y a énormément donc, de radicaux libres qui sont créés, qui endommagent ces mitochondries et ces radicaux libres peuvent endommager ensuite les cellules entières. Donc, l'organisme a prévu le renouvellement permanent de ces mitochondries pour maintenir l'état optimal de fonctionnement de l'organisme. Donc, les radicaux libres, on les appelle également les ROS, Reactive Oxygen Species, les espèces oxygénées réactives, dans lesquelles donc, il manque un électron, puisqu'il a été arraché dans la structure donc, pour fournir de l'énergie. Et donc, vous avez peut-être entendu parler, radical hydroxyle, très toxique. Ça, c'est le premier qui est créé donc, dans cette chaîne de respiration, qui est ensuite donc, transformé en un ion superoxyde,
qui ensuite donne l'oxygène, peroxyde d'hydrogène, ou aussi peut donner de l'eau de javel, acide hypochlorique. Ça, ce sont les plus connus qui sont donc créés dans nos mitochondries. Et ils ne sont pas forcément négatifs. Chaque réaction dans l'organisme produit donc des radicaux libres. Dans la respiration cellulaire pour fournir de l'énergie dans nos muscles, ça, c'est un fond de fonctionnement tout à fait normal. Lors de la détoxification hépatique, les radicaux libres également sont produits et ensuite, donc, on adapte la synthèse des enzymes qui gèrent donc cette neutralisation des radicaux libres, qui permet de s'adapter à la vitesse à laquelle donc, ces enzymes tournent, mais également réaction immunitaire. Toute réaction immunitaire, c'est une réaction qui demande de l'énergie, donc crée des radicaux libres. Mais par exemple, l'eau oxygénée, elle est utilisée pour nos défenses immunitaires. L'eau de javel, également, elle est sécrétée à l'extérieur donc, de nos muqueuses pour tuer l'ennemi sur la première ligne de défense. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est péjoratif, d'accord ? Mais ces radicaux libres en excès, ils peuvent être créés lors des processus pathologiques, par exemple, excès de radiation ionisante, comme au cours des radiothérapies, ou si on voyage trop souvent en avion, où les cosmonautes sont aussi exposés à des radiations cosmiques qui peuvent créer un état de stress, de déséquilibre par excès donc, de ionisation. Également, les produits toxiques comme alcool, tabac ou même la pilule qui augmente la détoxification hépatique, donc sont des grands pourvoyeurs de radicaux libres. Le manque d'oxygène également, c'est un grand pourvoyeur de radicaux libres. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Si on ne fournit pas suffisamment d'oxygène à nos cellules, elles ne peuvent pas fonctionner donc, au maximum en échange de nous fournir de l'énergie. Donc, le système de synthèse, il ne fonctionne pas de façon optimale et donc, forcément, ça crée des radicaux libres. Tout ceci conduit en excès, donc, ce qu'on appelle un stress oxydatif. Tout ce qui est excessif, donc, c'est un état de stress oxydatif qui est en fait la base de tous nos problèmes de santé, de toutes les maladies. Ça crée donc l'inflammation chronique qui fait le lit de toutes les maladies dégénératives et aussi de cancer. Donc, normalement, ça devrait s'effacer de façon équilibrée. L'organisme a prévu pour quelques pourcentages de radicaux libres, d'électrons qui tombent de la chaîne pour pallier à cet excès par des mécanismes qui s'appellent des antioxydants. Mais si nous avons trop de radicaux libres par rapport à nos défenses antioxydantes, ça conduit au stress oxydatif qui est notre assassin silencieux parce qu'il peut déclencher, aggraver donc la plupart des maladies chroniques et déclenche également le vieillissement prématuré. Ça, c'est en particulier, on peut le voir sur la peau des personnes qui fument, hein, vous avez remarqué, qui s'érident beaucoup plus facilement parce qu'ils ont beaucoup moins de capacités antioxydantes pour neutraliser tous les radicaux libres qui sont synthétisés avec l'excès de tabac. Donc, qu'est-ce qui conduit au stress oxydatif? Donc, déjà la pollution atmosphérique, pollution ionisante avec les ultraviolets ou aussi d'autres radiations. Tabac, évidemment, c'est le grand pourvoyeur du stress oxydant. Alimentation déséquilibrée, manque de sommeil, fast-food, alimentation donc pauvre en fruits et légumes qui ne fournit pas suffisamment d'antioxydants. Aussi les traumatismes comme par exemple l'excès de l'activité physique. Ça peut conduire également parce que les muscles travaillent trop, génèrent plus de radicaux libres et nos défenses antioxydantes sont dépassées et ça peut créer aussi le stress oxydatif. Mais aussi les maladies, une fois elles sont enclenchées, le système ne fonctionne pas correctement et ça génère encore de plus de radicaux libres. Et donc là, c'est un cercle vicieux qui va crescendo jusqu'à
jusqu'à nous raccourcir la vie. Donc, ces radicaux libres génèrent le stress oxydatif et in extremis, ça conduit à la mutation de l'ADN. Ça veut dire que jusqu'à ces espèces instables peuvent atteindre notre ADN, casser les liaisons ADN pour calmer leur soif d'énergie, pour se lier à des molécules d'ADN. Et si les capacités de réparation d'ADN abîmées sont dépassées, ça peut conduire donc à des mutations qui, si elles sont répétées d'une division de cellules à l'autre, peuvent conduire donc à apparition des cancers. Évidemment, ces radicaux libres, s'ils sont lâchés dans la nature qui sortent des cellules, ils abîment les membranes lipidiques, ce qu'on appelle la peroxydation. Donc, les membranes sont beaucoup moins performantes. Ça casse les doubles liaisons des acides gras polyinsaturés. Et donc, la communication entre les cellules se fait beaucoup moins bien. Si ce sont les lipides qui circulent dans notre sang, donc le cholestérol, si lui est oxydé, lui il conduit directement à l'apparition de maladies cardiovasculaires par apparition de plaques d'athérome. Également, les protéines, les acides aminés dans les protéines, si elles se retrouvent oxydées avec ces radicaux hyper instables, donc les protéines elles ont leur capacités d'action qui sont diminuées. Ils peuvent causer également donc, des problèmes de communication cellulaire car le signaling cellulaire ne se fait pas correctement, les enzymes ne peuvent pas faire l'action correctement. Les sucres également, donc ici on a les fameux radicaux glyoxyles dont on a parlé la dernière fois lors donc, de l'alimentation sucrée et manque d'antioxydants. Le glyoxal, donc, lui génère donc, l'inflammation dans les tissus qui conduit à des maladies dégénératives. Voilà, donc ça perturbe la communication et le bon fonctionnement de l'organisme. Et maintenant, les cellules, si leur ADN est perturbé, leur fonctionnement est perturbé, soit ça conduit à deux possibilités. Donc, soit à l'apoptose, ça c'est la mort cellulaire bien organisée, les cellules, donc elles s'éteignent, elles ne fabriquent plus d'énergie et donc elles meurent, sont remplacées par d'autres cellules. Mais si elles perdent les capacités de cette régulation, il y a une prolifération, différenciation qui peut conduire donc à la cancérisation. Donc c'est important de le savoir parce que les radicaux libres sont omniprésents dans toutes les cellules de l'organisme et le fait de comprendre ces mécanismes nous permet de mieux nous en prémunir et encore mieux adapter notre alimentation pour éviter donc ce vieillissement prématuré. Donc tous les tissus peuvent être atteints par le stress oxydant. La peau, par exemple, par l'excès des UV, ça peut provoquer donc, les rides au vieillissement prématuré parce que c'est le collagène qui est endommagé, mais ça peut aussi donner d'autres problèmes comme dermatite, vitiligo, allergie ou psoriasis. Au niveau rénal, s'il y a trop de radicaux libres, donc ça conduit à une insuffisance rénale chronique. Au niveau des articulations qui sont abîmées par les radicaux libres, donne une inflammation chronique qui conduit à la polyarthrite. Au niveau cardiaque, donc ça c'est les pathologies cardiovasculaires comme insuffisance cardiaque car les plaques d'athérome conduisent donc à manque d'oxygénation des tissus. Et obstruction donc, des vaisseaux sanguins et ça peut donner aussi, donc, sur le plan vasculaire, donner des AVC au niveau cérébral. Le poumon, là, on peut dire pour le coup que par exemple chez les fumeurs, ça donne des inflammations chroniques avec diminution de la synthèse du mucus dans les poumons parce que ça c'est un mécanisme adaptatif à l'excès du stress oxydant, donc il limite la synthèse de capacités antioxydantes des cellules de l'épithélium pulmonaire justement pour freiner le passage des toxines de la fumée dans l'organisme. Donc le mucus épais il fait à ce moment-là barrage à une certaine quantité de toxines, mais ça conduit
aussi donc, au développement des maladies comme l'asthme ou insuffisance respiratoire, évidemment, au long terme. Système immunitaire, c'est un des premiers, le plus important, pas des moindres, donc être touché par ce stress oxydant, parce qu'il conduit surtout à une inflammation chronique. Et au niveau donc sclérose multiple, donc c'est une des maladies inflammatoires chroniques, mais qui concerne plutôt le système nerveux, mais qui est détruit par système immunitaire en hyperactivité. L'intestin aussi est touché par les maladies inflammatoires de l'intestin, car les intestins donc sont touchés par des radicaux libres et génèrent donc une inflammation locale. Au cerveau, donc il y a déjà donc une sclérose multiple, mais aussi, et c'est là Parkinson, Alzheimer. Vous savez que c'est une maladie inflammatoire, Alzheimer, liée donc à notre mauvaise alimentation, qui génère encore une fois l'inflammation. Donc l'inflammation et le stress oxydant, il se tient, c'est un cercle vicieux, l'un aggrave l'autre. D'autres organes, donc le cancer évidemment, donc par la perte de la régulation proliférative, le diabète, par le stress gyoxal, encéphalopathie, vieillissement, au niveau du système de circulation, donc par manque d'oxygène, ulcères variqueux, athérosclérose, donc ça c'est les plaques d'athérome par le LDL oxydé, l'hypertension, vasospasme, et évidemment au niveau de l'œil, manque d'antioxydants et trop de radicaux libres qui ne sont pas jugulés, ça conduit au vieillissement prématuré de l'œil, donc la cataracte et dégénérescence de la rétine, la fameuse DMLA, aussi au glaucome. Donc là, c'est la revue de médecine, donc quasiment tout organe et tout symptôme que nous connaissons dans ce qu'on dit les maladies, donc des civilisations et maladies modernes, ils ont un dénominateur commun, stress oxydant et l'inflammation. Donc deux fois, on ne sait pas si d'abord il y avait le stress oxydant ou d'abord il y avait l'inflammation, parce que dans chaque pathologie moderne, on trouve toujours les deux. Alors maintenant, comment lutter contre ces radicaux libres qui finalement nous empoisonnent la vie? Eh bien, il y a des antioxydants, nos amis, sont des substances qui piègent des radicaux libres. Grâce à ça, donc, renforcent le système immunitaire et permettent de lutter contre le vieillissement cellulaire et évidemment combattre l'asthénie. Alors, on peut les divisés en antioxydants primaires et antioxydants secondaires. Certes qu'on les trouve dans le monde extérieur, dans le monde végétal qui nous entoure, mais certains antioxydants ils peuvent être synthétisés par notre organisme. Donc, ce sont des enzymes antioxydantes. Donc, tout en haut de la pyramide, nous avons SOD, c'est superoxyde dismutase. On a catalase, le glutathion et glutathion peroxydase. Donc, qui est surtout au niveau des peroxysomes et beaucoup utilisé donc dans le système immunitaire, dans nos premières lignes de défense immunitaire, parce que grâce à ça, donc, elle rejette de l'oxygène et de l'eau de javel dans l'intestin pour lutter contre les pathogènes qui essayent de nous attaquer. Glutathion, il peut être synthétisé par notre organisme, mais aussi il peut être apporté avec des plantes. D'accord, ils sont synthétisés à partir des protéines, ce sont des enzymes, donc il y a un codage qui s'est fait au niveau des mitochondries pour optimiser leur synthèse. Mais souvent comme cofacteurs, ils ont donc des minéraux, zinc, sélénium, cuivre et manganèse. Donc la superoxyde dismutase en haut de la chaîne, elle utilise les deux, elle utilise le zinc une fois et elle utilise aussi le zinc en fonction zinc
et dans l'autre sélénium. Parce que ça dépend de l'étape de neutralisation de ces radicaux libres. Donc, piège donc les minéraux, en fait, sélénium, zinc, cuivre et manganèse, ils piègent en fait cet atome d'oxygène hautement énergétique pour le neutraliser dans la molécule de l'enzyme. Ensuite, ces enzymes, ils sont neutralisés, ils sont régénérés par d'autres antioxydants secondaires qui viennent ensuite pour les libérer, pour qu'ils puissent être à nouveau réutilisés. D'accord? Donc, une molécule neutralise un radical libre, mais ensuite, par des antioxydants secondaires, elles peuvent être régénérées pour être à nouveau réutilisées. Donc là, on retrouvera tout le monde végétal, avec les fruits et légumes qui contiennent donc les grandes familles des antioxydants qui sont les caroténoïdes, les polyphénols. Mais aussi, nous allons avoir donc des vitamines, la vitamine C, la vitamine E, il peut y avoir aussi la vitamine B2, mais elle est utilisée dans cette chaîne de la respiration de passage de la patate chaude pour la synthèse de l'énergie. Aussi L-carnosine qui fait rentrer donc, le glucose dans les cellules pour qu'il puisse être brûlé pour fabriquer de l'énergie. Donc les antioxydants endogènes, nous venons de le dire. Donc, il n'y a pas que le glutathion, coenzyme Q10, acide lipoïque, donc les enzymes qui sont synthétisées par l'organisme, mais aussi les substances qui circulent dans notre sang que nous pouvons doser lors des analyses biologiques, comme la transférine qui transporte le fer, l'albumine qui peut piéger également donc, certains radicaux libres. Il y a un grand antioxydant qu'on oublie souvent, c'est la mélatonine. Elle agit surtout la nuit, elle détoxifie. C'est un très très puissant antioxydant qui permet de régénérer pas mal de radicaux libres et permet à l'organisme de se maintenir dans l'état à peu près équilibré, sans trop de stress oxydant, mais à condition que nous dormons suffisamment pour pouvoir en synthétiser naturellement. Mélatonine, par exemple, chez les patients cancéreux, on les substitue avec des grandes doses de mélatonine, jusqu'à 10 mg, jusqu'à 20 mg par gélule. Ça leur permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité et meilleure capacité de régénération de l'organisme. Et ça, c'est un vrai bouffée d'oxygène pour le coup pour ces patients. Les antioxydants qu'on trouve dans l'alimentation, donc nous trouvons donc des vitamines, vitamine C, vitamine E, la vitamine A, donc plutôt sous forme de provitamines de bêta-carotène, mais aussi donc tous les minéraux, zinc, sélénium, manganèse, fer et cuivre. Avec les minéraux, il faut faire attention parce que le fer, trop de fer ou pas assez de fer, peut être aussi pro-oxydant, ça veut dire générer trop de radicaux libres. Il intervient dans plusieurs réactions enzymatiques. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de fer, donc les radicaux libres ne peuvent pas être neutralisés et passer à l'étape suivante. S'il y a trop de fer, c'est lui-même qui génère des radicaux libres. Donc, il faut faire toujours attention pour garder le fer au niveau du bon dosage dans le sang, ni trop peu. Donc attention donc, à la viande rouge qui contient beaucoup de fer, si on en consomme en excès, ou la supplémentation sans vérifier derrière le statut en fait, de fer au préalable. Et donc toute la famille des végétaux avec les polyphénols caroténoïdes, donc toutes les épices, c'est une grande famille de terpènes qui sont forts antioxydants comme cannelle, vous avez le gingembre, vous avez ginseng, donc clou de girofle, ce sont des grands antioxydants qui neutralisent les radicaux libres pour améliorer donc, le fonctionnement des réactions métaboliques antibactériennes, donc au niveau de l'immunité, améliore bien le fonctionnement de l'organisme. Les phytates, ce sont des substances qui sont contenues dans les céréales complètes, parce qu'elles sont contenues en fait dans les enveloppes des graines, dans
sont des céréales qui contiennent les phytates également, donc ils agissent au niveau local, au niveau intestinal, parce qu'ils ne sont pas absorbés par l'intestin, mais également aussi de tous les crucifères qui contiennent du sulforaphane, qui intervient surtout au niveau du foie lors de la détoxification hépatique, dans les phases d'élimination des toxines. Hop, non. Pourquoi D'accord. Donc, tous ces antioxydants, maintenant, pour savoir lesquels sont plus puissants que d'autres, il y a différentes méthodes d'évaluation. La plus connue, c'est l'indice ORAC qui permet de mesurer la capacité de l'absorption des radicaux libres. Donc, objectif, c'est pour que nous ayons dans notre alimentation par jour environ 3000 à 500 000 unités de l'absorption de radicaux libres. Donc, l'alimentation tout venant, on nous apporte à peu près 2000 unités par jour. Mais si on augmente notre consommation en fruits et légumes, un peu de vin rouge pour du resveratrol, un peu de vitamine C avec 2-3 fruits par jour supplémentaires, on peut déjà augmenter de 25% la capacité d'absorber des radicaux libres. Et donc, déjà, ça permet de réduire notre stress oxydant et donner donc de la vie à notre organisme. Donc tous ces polyphénols, on les trouve donc dans les fruits et légumes. Maintenant, en fonction de la famille de ces polyphénols, ils donnent de la couleur à nos fruits et légumes. C'est lié donc à différentes familles de polyphénols. D'accord? Donc, les plus antioxydants, donc celles qui sont les plus foncées. Donc, ici, il y a des mûres, il y a aussi la myrtille qui a un indice ORAC qui est très élevé, les framboises, les fraises, les cerises, donc les acérola, les tomates, qui ont déjà un pouvoir antioxydant beaucoup moindre que des baies sauvages qui sont vraiment les plus riches en antioxydants. Le concombre, finalement, il n'est pas si antioxydant que ça comparé à l'artichaut ou même à un radis. Mais pour garder vraiment optimiser les apports en fruits et légumes, en antioxydants. Donc vraiment, c'est les fruits et légumes. Il faut que ce soit vraiment la base de notre alimentation. Donc, quelques exemples, donc les pouvoirs antioxydants des légumes. Donc, vous voyez, l'ail, il est très antioxydant, donc alicidine. Vous avez le chou, il y a les épinards, haricots verts, finalement, et la salade ne sont pas si antioxydantes que ça. Mais donc, la betterave également, c'est un grand pouvoir antioxydant, utilisé par exemple en jus cru ou en lactofermenté, garde toutes ces capacités. Et au niveau fruits, donc là, les petites baies sont toujours très antioxydantes. Donc il y a la fraise, en exemple, les prunes également, les raisins, oranges qui sont très antioxydants. Melon, il paraît pas très antioxydant, mais melon, c'est très intéressant parce que lui contient déjà directement du SOD, donc l'enzyme qui est tout en haut de la pyramide antioxydante, qui intervient en première ligne vraiment de défense antioxydante, de neutralisation des radicaux libres. Et donc, c'est intéressant quand même de les composer, de le consommer. Évidemment, toutes les épices et les aliments comme chocolat sont à consommer avec modération. Si c'est sans de bonne qualité, chocolat évidemment noir à 80-90%, et il contient énormément d'antioxydants. Alors, un petit zoom donc sur la vitamine C. Vitamine C, c'est l'antioxydant le plus répandu dans la nature, en fait, dans tous les fruits et légumes. L'homme, comme chauve-souris, ne synthétise pas de la vitamine C. Au cours de l'évolution, cette capacité de la vitamine C s'est perdue. Donc, on a perdu capacité de fabriquer une enzyme qui permettait la transformation de l'acide ascorbique, dernière étape, pour obtenir de la vitamine C. Donc, on peut l'avoir que apportée par alimentation. Donc, elle est nécessaire. On peut
imaginez facilement que si on a perdu cette capacité de la synthèse de la vitamine D, c'était bon pour notre évolution. Et on n'avait pas besoin de synthétiser la vitamine C puisqu'elle était surabondante dans notre alimentation. Donc l'énergie qu'on avait pu utiliser pour la synthèse de la vitamine C, elle a été orientée ailleurs. Parce que la vitamine C, elle était dans notre alimentation de tous les jours, été comme hiver. C'est pour ça que nous avons pu s'en passer, mais elle est indispensable. Donc, il faut manger les fruits et légumes, de préférence frais, parce qu'elle est très labile. Avec le temps, elle diminue, le temps et la cuisson, la vitamine C diminue rapidement donc, dans les aliments. Elle permet de neutraliser les radicaux libres et l'avantage aussi permet de régénérer la vitamine A. D'accord? Donc, c'est une vitamine L qui est hydrosoluble, qui est donc soluble dans l'eau, mais pendant la cuisson, elle disparaît. Hein, donc, il vaut mieux manger les aliments crus. Donc, le signe de carence en vitamine C, c'est la scorbut. C'est les dents qui se déchaussent, c'est les rides qui apparaissent, mais ça, c'est lié directement à la synthèse du collagène. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de vitamine C suffisamment dans l'alimentation, donc déjà, puisque la synthèse de collagène, elle est altérée, donc les fibres de collagène ne sont pas de bonne qualité, les dents ne tiennent pas, mais ça, c'est déjà un grand signe de carence. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxydation, plus antioxydants dans l'organisme, puisque le collagène, en dernier lieu, il n'est même plus synthétisé correctement. Si on fume, on devrait augmenter considérablement la consommation de la vitamine C, donc apport en fruits et légumes frais, puisque avec une tirette de cigarettes, toutes nos réserves de vitamine C sont consommées immédiatement pour pallier aux radicaux libres que génère le fait de fumer. D'accord? La vitamine E, elle est liposoluble, ça veut dire qu'elle se dissout dans les graisses et elle est utile donc pour préserver de l'oxydation les membranes des cellules pour qu'elles ne soient pas rigides et qu'elles soient toujours fonctionnelles, qu'elles puissent permettre la communication entre les cellules. On la trouve dans les huiles végétales, dans l'avocat, mais aussi un peu dans les légumes verts en petite quantité. Voilà. Du zinc, donc ça c'est un oligoélément qui a énormément de fonctions. Hop, je ne sais pas comment revenir en arrière. Hop, hop, hop. Précédente. Attendez. Précédente. Hop, trop vite. Qui participe à beaucoup de fonctions dans l'organisme, comme l'immunité, la différenciation, de la prolifération dans les commandes de l'expression des gènes, donc au niveau du noyau des cellules, pour les enzymes de synthèse de protéines. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est un piégeur donc des radicaux libres. Il est associé avec des protéines qu'on appelle des métalloprotéines. Il neutralise les radicaux libres. D'accord? Donc, il participe également à la synthèse du collagène et de la kératine. Il est abondant donc dans la viande, dans les huîtres, mais aussi dans les produits laitiers et dans les céréales complètes. Donc, ce n'est pas dans la graine de l'amidon de la céréale, c'est toujours dans les enveloppes des céréales, dans le blé. Donc, c'est pour ça qu'il est important de consommer les céréales complètes et pas les céréales raffinées. Les caroténoïdes sont donc les antioxydants d'origine végétale. C'est ça qui donne couleur rouge-orange aux légumes. Il y a plus de 600 composés différents. Les plus fréquentes, c'est du lycopène, le bêta-carotène, rétinol, donc c'est la vitamine A, et astaxanthine qui participe donc à la photosynthèse. Les lycopènes, donc en tant qu'antioxydants, sont très répandus dans l'organisme. Donc pour nous protéger des radicaux libres, certes, mais
très importants. Ils sont utilisés donc dans la défense anticancéreuse. Mais il faut faire très attention car ni trop ni trop peu. Il y avait une étude qui était faite en donnant du lycopène des tomates aux patients en prévention, aux fumeurs en prévention des cancers de poumon. L'étude a été arrêtée en cours de route car on s'était aperçu que ces patients qui recevaient de lycopène isolé en complément alimentaire ont développé davantage de cancers de poumon que les patients qui consommaient les lycopènes naturels avec des fruits et légumes. Donc il n'y a pas de possibilité de surdosage si on les consomme naturellement dans les fruits et légumes, et vraiment faire attention parce que l'excès de lycopène peut être au contraire cancérigène, donc aggraver la maladie, en fait le problème pour lequel on veut soigner le patient. Donc les patients donc, qui fument, forcément, ils ont moins d'oxygène disponible dans les tissus et ça crée davantage des radicaux libres et l'effet obtenu était complètement inverse. D'accord ? Et après, il y a une grande famille d'antioxydants qui sont les polyphénols qu'on appelle aussi les flavonoïdes. Si on a une alimentation équilibrée, on peut en consommer jusqu'à 1 gramme par jour, ce qui est pas mal. Il y a environ 4000 de polyphénols identifiés. Donc plusieurs actions. Donc, ils neutralisent les radicaux libres. Donc, ils arrivent pour pallier à la fin, donc dans les mitochondries et dans les cellules, même dans le sang, pour neutraliser ces radicaux libres. Donc, ils ont plusieurs liaisons insaturées. Donc, ils sont disponibles pour attraper chaque radical libre. Dès qu'il y a un atome d'oxygène instable qui n'a pas trouvé de partenaire, il se dévoue, il se jette pour nous protéger des méfaits donc, de cet oxygène qui cherche à faire les dégâts. D'accord ? Ils peuvent aussi chélater des métaux lourds, ce qui est très intéressant. Donc, en cas d'intoxication en métaux lourds comme aluminium, cadmium ou d'autres métaux qui nous viennent de la pollution. Il protège aussi donc de l'oxydation des graisses pour garder l'intégrité des membranes et éviter la formation des plaques d'athérome si le cholestérol LDL n'est pas oxydé. Dans ces polyphénols, dans la famille, on peut trouver donc des catéchines qu'on trouve dans la pomme, épigallatocatéchine qui se trouve dans le thé vert, exemple donc aussi la quercétine dans l'oignon, isoflavone de soja comme c'est la génistéine. Là aussi, je peux juste une petite remarque que les isoflavones de soja, pour qu'ils soient actifs, il faut qu'ils soient fermentés par des bactéries dans l'intestin pour qu'ils deviennent actifs. D'où l'intérêt d'avoir une flore intestinale performante qui puisse donc se nourrir de ces isoflavones pour qu'ils deviennent fermentés et assimilés par l'organisme sous forme active. Les agrumes contiennent de l'hespéridine. L'anthocyane, c'est une myrtille, c'est ça qui donne la couleur donc, violet foncé aux myrtilles et tous les fruits rouges, mais là aussi on le trouve par exemple dans l'aubergine, dans le betterave. Il y a aussi donc, des lignanes dans du lin également ont besoin d'être fermentés. Du vin contient du resveratrol. Aussi les terpènes, donc, qui sont toutes les substances aromatiques qui se trouvent dans les herbes aromatiques, aussi dans les épices, la cannelle, gingembre, café, clou de girofle. Les fruits rouges comme grenade contiennent aussi donc de l'acide allergique. Alors, maintenant, comment mettre tout ça dans notre assiette pour que nous puissions avoir le bouclier antioxydant super performant? Donc, il faut consommer les fruits et légumes colorés, céréales complètes, thé vert. Donc, ça nous ramène encore une fois à l'alimentation de type méditerranéen. Manger de tout, frais, de saison, pour avoir le maximum de vitamines et d'antioxydants actifs et variés. Idéalement, on devrait manger par jour 20 antioxydants différents, donc 20 substances alimentaires, végétales différentes.
pour avoir l'apport le plus complet possible. Donc, l'haricot, ce n'est pas toute l'année, les courgettes, ce n'est pas toute l'année, donc il faut varier, il faut vraiment que ça soit diversifié pour avoir la palette la plus large des antioxydants de toutes les familles, parce que chacun agit à un niveau différent et si on en consomme beaucoup de différents, ça permet vraiment d'agir à tous les niveaux, de nous prévenir donc, de ces méfaits sur notre organisme et garder la vie en bonne santé. Okay, donc, deuxième, à part avoir les apports alimentaires, il faut évidemment éviter la formation des radicaux libres, donc comme l'exposition à la pollution, diminuer le tabac, optimiser la détoxification hépatique, donc éviter la consommation de trop de médicaments qui alourdissent ce processus de détoxification c'est pas toujours évident, mais bon, il faut diminuer aussi donc la consommation du sucre qui peut jouer sur le métabolisme du sucre, qui alourdit encore l'élimination hépatique des toxines. Et il faut favoriser donc la régénération de substances antioxydantes, comme par exemple la vitamine E est régénérée par la vitamine C. Utiliser les quelataires de métaux qui se trouvent dans certains antioxydants, par exemple le chlorophylle, chlorella, qui permettent donc d'éliminer les métaux lourds de l'organisme, apporter tous les oligoéléments nécessaires comme cofacteurs dans les enzymes antioxydantes. Et évidemment, donc, renforcer la première ligne de défense qui est donc glutathion, la vitamine C et la vitamine E. D'accord? Les autres, ils viennent ensuite pour les épauler, pour optimiser et puis évacuer par derrière tout ce qui a été neutralisé. Évidemment, il y a donc les compléments alimentaires sont indispensables de nos jours pour compléter cette gamme antioxydante. Mais ils ne remplacent jamais une alimentation équilibrée. D'accord? Donc, l'exemple du lycopène synthétique donné aux patients pour protéger donc, du cancer de poumon. Il faut faire attention, ne pas dépasser les doses recommandées, éviter les compléments de synthèse, privilégier les produits naturels et de qualité. Ça ne remplace encore une fois jamais alimentation équilibrée. Il vaut mieux manger orange entière que le jus d'orange. Il y a vraiment beaucoup plus de substances différentes dans un fruit entier plutôt que dans un extrait de la plante ou de l'aliment. D'accord? Il faut donc faire attention à ça. Mais alimentation aujourd'hui, même très équilibrée, même si on fait attention, manger bio au maximum, varier les fruits et légumes, aller se servir au marché ou par un panier bio que nous recevons régulièrement, il est difficile d'avoir l'optimum donc des antioxydants dans les quantités qui sont nécessaires pour l'organisme, auxquelles il a été habitué tout au long de son évolution, que malheureusement aujourd'hui nous ne parvenons pas à lui fournir. Donc les compléments sont quelque part nécessaires pour équilibrer le fonctionnement de notre organisme et rééquilibrer cette balance anti- et pro-oxydante. D'accord? Alors, nous avons de la chance car Duolife, il y a des produits par excellence anti-oxydants. Donc là, toute la gamme Duolife, c'est l'essence même de produits antioxydants. Donc, je ne vais pas vous énumérer tous les produits Duolife parce que chaque produit contient des antioxydants. C'est vraiment le dénominateur commun de tous les produits dont nous disposons. Ils sont naturels, de bonne qualité. C'est le maximum de substances actives qui sont extraites de chaque substance. Elles sont mises ensemble pour avoir une action synergique sur ce qu'on veut obtenir. Donc déjà, je vais vous dire donc, les plus générales. Donc c'est Duolife Jour avec acaille grenade, donc acide élagique, donc qui contient de la vitamine C, pleine de polyphénol, surtout de la vitamine C. Donc il y a du ginseng dans
à gingerol, donc il y a un petit peu de resveratrol. Donc ça, c'est vraiment synergique, ça agit à toutes les étapes. Donc qui va de pair avec le Duo Life Nuit, qui lui contient également donc les détoxifiants hépatique, plus la betterave qui relance la synthèse du glutathion. La vitamine C par excellence, la vitamine C, donc c'est l'antioxydant de première ligne qui il y a presque qu'on peut consommer larga manu. J'ai vu que dans la vidéo que vous m'avez fait, je vois que vitamine C fait partie de vos habitudes et c'est parfait parce que c'est difficile d'avoir un apport en vitamine C aujourd'hui convenable, même si on mange 5 fruits et légumes par jour, c'est pas toujours évident d'avoir la vitamine C. L'avantage que ici, c'est un complexe de vitamine C, c'est pas uniquement acide ascorbique synthétique, c'est la vitamine C naturelle qui n'a pas la même configuration spatiale. Donc, forcément, elle est beaucoup plus active. Elle est avec les cofacteurs et donc, elle peut agir vraiment au cœur du stress oxydant pour diminuer les radicaux libres. Le produit d'excellence donc de défense antiradicalaire, c'est ProSelect. Très très puissant antioxydant. L'avantage aussi, c'est qu'il a des propriétés antiprolifératives qui renforcent donc les système immunitaire avec Reishi Ishitake qui permettent donc augmenter la capacité donc, de cellules, éliminer les cellules pathologiques. Chlorophylle qui, en plus d'être antioxydant, chélateur de métaux lourds, il aussi achemine davantage de l'oxygène à nos tissus grâce à la chlorophylle qu'il contient et la chlorelle donc, qui est détoxifiante. Donc, tout ça fait qu'on a presque embarras de choix de consommer les produits Duo Life. Donc, je vous ai présenté la gamme de ces produits. Et donc, si on veut avoir un soutien nutritionnel de base, donc forcément, on a jour-nuit, chlorophylle, vitamine C. Si on a plus de stress oxydant en fonction des patients, on peut renforcer s'il s'agit de patients qui ont été exposés à des radiations, des chimiothérapies, etc. Donc, ProSelect, c'est un complément aussi de choix. Pour les problèmes cardiovasculaires, on peut rajouter également, donc on a ProCardiol. Même quand on parle de l'immunité dans le pro-immuno, nous avons aussi en part des propriétés antibactériennes et action sur les systèmes immunitaires. Il y a de la quercétine donc, qui lutte contre le stress oxydant qui est lié donc, à cette activité immunitaire de nos cellules immunitaires, donc qui soutient la fonction. Même en Sun Vital, donc il y a des minéraux antioxydants et des vitamines qui permettent aussi chez les tout petits, mais chez les grands aussi, je vous recommande le Sun Vital. Ça permet aussi de juguler donc, cette action des radicaux libres. My Blood, où il y a du fer, de la betterave qui régule aussi la synthèse donc des radicaux libres pour absorber tout ça et apporter donc les minéraux qui sont cofacteurs donc des enzymes. Même collagène, il contient déjà de la vitamine C pour avoir la synthèse donc de tissus conjonctifs de qualité et bien structurés et éviter qu'ils soient endommagés tout de suite par des radicaux libres. Liquid Gold qui contient donc les acides gras polyinsaturés, ça veut dire qu'ils ont plein de liaisons qui ne sont pas saturées, qui peuvent donc être facilement oxydées, mais ils contiennent de la vitamine E, elle protège donc avec la vitamine C, donc on protège de l'oxydation les acides gras polyinsaturés, par exemple, donc du liquide gold. Donc la gamme, vraiment, elle est... En fait, les antioxydants, c'est la base de ces produits. Simplement, l'association des produits en fonction de l'effet que nous voulons avoir sur une fonction ou une autre est primordiale
là-dessus. Donc ça, en fonction de chaque patient, on peut puis voir de quoi il aura besoin de plus pour équilibrer ses fonctions. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, docteur, pour cette présentation de qualité, comme toujours.